Les roues du carrosse crissèrent sur l'allée de gravier gelé dans un bruit semblable à celui d'os se brisant, et Lady Catherine Winthrop resserra son manteau doublé de fourrure contre le froid de janvier qui semblait s'infiltrer à travers les murs mêmes de l'édifice qui approchait. Ashmore Hall se dressait devant elle, tel un monument à une gloire passée, sa façade de pierre grise burinée par des siècles d'hiver anglais, ses fenêtres reflétant la pâle lumière de l'après-midi avec toute la chaleur de l'acier poli. Elle avait étudié son reflet dans ces mêmes fenêtres durant sa brève cour, si l'on pouvait appeler cour 3 rencontres formelles arrangées par des hommes de loi, et y avait vu la vérité qu'elle avait si désespérément tenté d'ignorer. Elle ne venait pas ici en tant qu'épouse chérie et choisie, mais comme une transaction conclue, un registre équilibré, une solution à des problèmes évoqués seulement à voix basse derrière des portes closes. Les terres du domaine s'étendaient à l'infini dans toutes les directions, des arbres dénudés griffant le ciel incolore, les jardins depuis longtemps abandonnés à l'emprise de l'hiver, et Catherine songea combien il était à propos qu'elle arrivât en cette saison de mort et de dormance, dans une demeure qui semblait avoir oublié le concept même du printemps. Alors que son carrosse s'arrêtait devant la grande entrée, elle l'aperçut, le duc d'Ashmore, debout au sommet des marches de pierre, avec la posture rigide d'un homme faisant face à son exécution plutôt qu'à son mariage. Même à cette distance, elle pouvait voir sa mâchoire serrée, les angles aristocratiques de son visage, qui auraient pu être beaux s'ils n'avaient été taillés dans une glace si apparente, le manteau sombre qui tombait sur sa silhouette, avec la précision du devoir, plutôt que l'aisance du confort. Il descendit les marches avec une grâce mesurée, tandis qu'un laquais ouvrait la portière de son carrosse, et lorsqu'il lui offrit sa main pour l'aider à descendre, son contact fut bref, impersonnel, le geste d'un homme accomplissant une obligation qu'il avait chèrement payée pour assumer, ou plutôt qu'elle avait chèrement payée pour qu'il assume, car n'était-ce pas la fortune marchande de son père qui avait acheté ce titre ancien, ce domaine en ruine, cet homme qui la regardait maintenant avec des yeux de la couleur d'un ciel d'hiver et tout aussi accueillant. « Lady Catherine, dit-il, sa voix de baryton grave ne portant ni chaleur ni froideur particulière, simplement le ton neutre d'une reconnaissance formelle. Bienvenue à Ashmore Hall. J'espère que votre voyage n'a pas été trop éprouvant. » Elle murmura quelque chose d'approprié, observant le déchargement de ses malles, contenant son trousseau et son espoir. Ce dernier emballé plus soigneusement que le premier, enveloppé dans des couches de détermination, à l'idée qu'un arrangement né de la nécessité pourrait peut-être encore se transformer en quelque chose ressemblant au contentement, sinon à l'amour. La cérémonie elle-même eut lieu le soir même dans la chapelle du domaine, un petit bâtiment de pierre attenant à la maison principale, où des générations de ducs d'Ashmore avaient été baptisés, mariés et pleurés. Les paroles du vicaire résonnèrent contre les murs anciens, et Catherine répéta ses vœux tout en étudiant l'homme à ses côtés, cherchant une lueur d'émotion sur son profil, n'en trouvant aucune. Lorsqu'il lui passa la bague au doigt, un lourd cercle d'or serti de diamants qui ressemblait plus à une entrave qu'à une parure, ses doigts étaient froids, et il ne croisa pas son regard. Ils furent déclarés mari et femme, alors que le grésil commençait à crépiter contre les vitraux de la chapelle, et le duc, son mari, bien que le mot semblât étrange et étranger dans son esprit, déposa sur sa joue un baiser de pure forme avec toute la passion qu'on pourrait manifester en signant un contrat commercial. Alors qu'il retournait à la maison principale par le passage couvert, Catherine sentit le poids de son nouveau titre s'installer sur ses épaules en même temps que le poids de la compréhension. Elle était devenue la duchesse d'Ashmore, et en échange de la fortune de son père restaurant les coffres épuisés de ce domaine, elle avait gagné tout ce qu'une femme de sa condition pouvait désirer, sauf la seule chose qui comptait,
un mari qui l'avait épousée pour autre chose que son argent. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. Les semaines passèrent dans un silence si profond que Catherine se mit à mesurer le temps, non pas au calendrier, mais à l'écho creux de ses propres pas, traversant les couloirs infinis d'Ashmore Hall. Chaque pièce qu'elle explorait, révélant de nouvelles preuves de la décadence que l'argent de son père était censé arrêter, du papier peint s'écaillant comme une peau sur des murs anciens, des meubles drapés de tissus comme des cadavres attendant leur mise en bière, des portraits d'ancêtres au visage sévère dont les yeux semblaient juger son sang de marchande comme un paiement insuffisant pour l'orgueil de leurs descendants. Le duc s'occupait des affaires du domaine avec un dévouement qui semblait spécifiquement conçu pour éviter sa présence, n'apparaissant que pour le dîner chaque soir où il s'asseyait aux extrémités opposées d'une table assez longue pour 20 personnes, échangeant des conversations guindées sur le temps, la qualité du repas, surtout sauf le gouffre béant entre eux qu'aucun discours poli ne pouvait combler. Elle essaya, durant ces premières semaines, de l'engager dans des discussions de fond, l'interrogeant sur l'histoire du domaine, exprimant son intérêt pour ses plans de restauration, offrant des observations sur les améliorations qui pourraient être apportées. Mais chaque tentative se heurta à la même dérobade courtoise, ses réponses brèves et formelles, son attention déjà tournée vers quelques registres ou correspondances qui l'attendaient dans son bureau, jusqu'à ce qu'elle apprenne à rester aussi silencieuse qu'il le préférait, poussant la nourriture dans son assiette, tandis que les bougies se consumaient et que les domestiques se déplaçaient comme des fantômes entre eux. Le personnel de la maison la regardait avec une pitié qui la brûlait plus que n'aurait pu le faire un dédain ouvert, leur gentillesse soulignant en quelque sorte son isolement au lieu de le soulager. Madame Hendricks, la gouvernante, lui tapotait la main avec une sympathie maternelle en lui montrant l'office ou les armoires à linge, et la jeune Mary, assignée comme sa femme de chambre, avait souvent les larmes aux yeux en aidant Catherine à se déshabiller après un autre dîner silencieux, comme si elle assistait au déroulement d'une tragédie au ralenti. C'est Mary qui laissa échapper la véritable ampleur de la ruine financière du domaine, parlant de créanciers qui avaient menacé la saisie avant que la dot de Catherine n'arrive comme un salut, de domestiques licenciés et de pensions impayées, du père du duc qui avait dilapidé en une décennie d'indulgence insouciante 3 générations de gestion prudente, ne laissant à son fils en héritage que des dettes et le poids écrasant d'un titre qui exigeait le maintien d'apparence que l'on ne pouvait plus se permettre. Catherine découvrit elle-même les preuves en explorant l'aile est, trouvant des pièces vidées de leur contenu, des ombres rectangulaires sur les murs où des tableaux avaient été accrochés avant d'être vendus, des vitrines vides qui avaient autrefois contenu l'argenterie de la famille, et elle comprit alors toute la mesure de ce que son argent avait acheté, non seulement un titre pour elle-même, mais la survie pour cet homme qui parcourait ces couloirs comme un prisonnier purgeant une peine qu'il n'avait pas méritée. Il vint dans sa chambre à précisément 3 reprises durant ces premières semaines, accomplissant le devoir conjugal requis pour assurer l'héritier qui était, après tout, le but entier de leur arrangement, et chaque visite fut menée avec la même courtoisie douloureuse qui caractérisait leur dîner. Un bref coup frappé à la porte, un salut murmuré, l'intimité nécessaire accomplie avec le moins d'intimité réelle physiquement possible, puis son départ avant que la bougie sur sa table de chevet n'ait brûlé ne serait-ce que d'un pouce, la laissant seule dans l'obscurité, à se demander si cette froide efficacité allait être la somme totale de leur mariage, si elle passerait le reste de sa vie à errer dans ces couloirs vides, ses pas lui revenant en écho comme des questions qui ne recevraient jamais de réponse. Une duchesse en titre, mais en vérité, simplement un autre meuble acheté, avec l'or marchand de son père, décoratif et utile, mais finalement mal aimé. Le printemps arriva à Ashmore Hall
avec une douceur qui semblait presque s'excuser après la rigueur de l'hiver, des crocus perçant la terre dégelée en délicates grappes de violet et de blanc. Et Catherine découvrit le changement en elle un matin où la pâle lumière du soleil inonda les fenêtres de sa chambre et où la nausée qui la tourmentait depuis une semaine se mua soudain en une compréhension qui fit trembler ses mains alors qu'elle les pressait contre son abdomen encore plat. Elle ne le dit à personne au début, serrant ce savoir contre elle comme un précieux secret, craignant que le dire à voix haute ne le rende moins réel. Mais la vérité se déclara bien assez tôt, lorsque le médecin fut convoqué et confirma ce que son corps lui avait déjà murmuré. Elle portait l'enfant du duc, l'héritier qui était le but entier de leur arrangement. Et elle sentit une joie prudente s'épanouir dans sa poitrine comme ces crocus au dehors, fragile mais persistante, s'enracinant dans une terre qui avait semblé trop gelée pour soutenir quoi que ce soit de vivant. Le duc reçut la nouvelle dans son bureau, Catherine se tenant devant son pupitre comme une suppliante devant un magistrat, et elle observa attentivement son visage, tandis qu'elle prononçait les mots, cherchant un éclair de bonheur ou de chaleur, trouvant à la place ce qu'elle avait appris à attendre, la satisfaction, la même expression qu'il aurait pu arborer en apprenant qu'une négociation difficile s'était conclue favorablement, ou que les comptes du domaine s'étaient équilibrés pour le trimestre. « C'est une excellente nouvelle, » dit-il en se levant de sa chaise avec la courtoisie formelle qui caractérisait toutes ses interactions avec elle. Puis, parce qu'apparemment une reconnaissance de la nature personnelle de l'annonce était requise, il ajouta « Vous avez ma gratitude, Catherine, pour avoir rempli ce devoir si admirablement. » Le devoir, toujours le devoir, le mot qui gouvernait chaque aspect de leur existence commune, et elle hocha la tête et murmura quelque chose d'approprié, tandis que cette joie fragile dans sa poitrine se recroquevilla de manière protectrice, et elle comprit que quel que soit le bonheur qu'elle trouverait dans la maternité, il devrait se suffire à lui-même, indépendant de tout espoir que cet enfant puisse combler le gouffre entre elle et l'homme qui l'avait engendré. Elle se jeta dans les préparatifs avec une détermination qui frisait le désespoir, s'appropriant la nurserie de l'aile sud comme son domaine et supervisant sa transformation complète depuis l'abandon poussiéreux dans lequel elle l'avait trouvé, commandant du nouveau papier peint imprimé de joyeuses scènes pastorales, sélectionnant des meubles dans des catalogues que Mary apportait du village, passant des heures à broder de minuscules robes avec des points si petits et précis qu'ils ressemblaient à des prières brodées de fil. Le personnel de la maison se rallia à ces préparatifs avec un enthousiasme qui fut comme un baume à son isolement, Madame Hendricks contribuant avec des robes de baptême de famille de la petite enfance de ses propres enfants, le jardinier apportant un berceau en bois qu'il avait sculpté pendant les longues soirées d'hiver, et Catherine se surprit à pleurer devant ces bontés de la part de domestiques qui la traitaient avec une affection plus sincère que celle que son propre mari n'avait jamais manifestée. Pourtant, il y avait des moments, de petits moments indéfinissables qu'elle osait à peine s'avouer, où elle levait les yeux de sa broderie ou de ses consultations avec le menuisier au sujet des étagères pour la nurserie, et trouvait le duc debout dans l'embrasure de la porte, son expression indéchiffrable, l'observant avec une intensité qui lui coupait le souffle avant qu'il ne remarque qu'elle l'avait remarqué et ne se retire derrière ce mur impénétrable de politesse formelle, la laissant se demander quelle pensée se mouvait derrière ses yeux couleur de ciel d'hiver, quel jugement ou observation, ou peut-être même quel sentiment il gardait enfermé là où elle ne pourrait jamais les atteindre, et si l'enfant qui grandissait en elle pourrait, d'une manière ou d'une autre, impossiblement, transformer cet arrangement de convenance en quelque chose qui ressemblerait au mariage qu'elle avait autrefois follement espéré trouver. Le duc commença à se présenter à la porte de Catherine avec une fréquence qui aurait semblé attentive si elle n'avait pas compris sa véritable motivation, ses questions sur sa santé et son confort étant posées sur ce même ton formel
qui caractérisait toutes leurs interactions. Pourtant, le simple fait de sa présence, 2 fois par jour maintenant, parfois plus, représentait un tel écart par rapport à l'évitement étudié de leurs premiers mois ensemble que Catherine se sentit à la fois reconnaissante et sur ses gardes. Reconnaissante parce que la solitude de ces premières semaines avait été écrasante et que tout lien humain, même celui ancré dans le souci de l'héritier plutôt que d'elle-même, offrait un soulagement à l'isolement. Sur ses gardes, cependant, parce qu'elle avait appris par une expérience douloureuse à ne pas confondre le devoir avec un sentiment sincère, à ne pas interpréter la chaleur dans la courtoisie ou l'attention dans l'obligation. Il demandait si elle avait bien dormi, si le médecin était satisfait de ses progrès, si elle avait besoin de quoi que ce soit pour son confort, et elle répondait avec une formalité égale que, oui, elle avait dormi convenablement. Oui. Le médecin exprimait sa satisfaction. Non, elle n'avait besoin de rien, au-delà de ce qui avait déjà été fourni. Puis, il restait dans un silence gêné, jusqu'à ce qu'il s'incline légèrement et prenne congé, l'échange entier mené avec la précision guindée d'une négociation diplomatique. Pourtant, même dans ces brèves rencontres, Catherine commença à remarquer de petits détails qui troublaient les frontières prudentes qu'elle avait tracées autour de son cœur. La façon dont ses yeux s'attardaient sur son visage, comme s'il y cherchait un signe de détresse qu'elle n'aurait pas exprimé verbalement. La tension dans ses épaules, qui suggérait que son inquiétude n'était pas entièrement l'intérêt détaché d'un homme surveillant un investissement précieux, le geste à moitié avorté lorsqu'elle trébucha une fois légèrement sur le seuil, sa main se déplaçant vers son coude avant qu'il ne se reprenne et ne reprenne sa posture formelle. Elle le trouva dans la nurserie un soir, alors qu'Avril cédait la place à Mai, le découvrant debout devant la fenêtre où la dernière lumière dorait le papier peint pastoral qu'elle avait si soigneusement choisi. Le choc de le trouver dans cet espace qu'elle avait revendiqué comme étant particulièrement le sien, la fit s'arrêter dans l'embrasure de la porte, soudain consciente de l'intimité de cette pièce, avec sa broderie à moitié terminée, drapée sur la chaise, et les minuscules robes disposées sur la coiffeuse pour son inspection. « Votre grâce, » dit-elle, et il se tourna avec une expression qu'elle ne put tout à fait interpréter, quelque chose de presque vulnérable sur son visage, avant que la réserve familière ne descende comme un rideau. « Pardonnez l'intrusion, » dit-il, bien qu'il ne fît aucun mouvement pour partir, son regard parcourant les transformations qu'elle avait opérées dans cet espace, la preuve de ses espoirs rendus manifestes dans le tissu, les meubles et la décoration soignée. Je souhaitais voir, c'est-à-dire, je voulais m'assurer que tout était adéquat. Le mot flotta entre eux, si insuffisant pour ce qui les entourait, et Catherine entra lentement dans la pièce, comme on approcherait un cheval craintif, de peur que tout mouvement brusque ne le fasse fuir vers la sécurité de son bureau et de ses registres. « C'est plus qu'adéquat, » dit-elle doucement, puis, parce que quelque chose sur son visage invitait à l'honnêteté, elle ajouta « C'est tout ce que je pouvais souhaiter pour notre enfant. » Elle le vit tressaillir légèrement au pronom possessif. « Notre enfant », comme si les mots portaient un poids qu'il n'avait pas anticipé. Pendant un instant, quelque chose passa entre eux dans cette lumière dorée, quelque chose qui semblait presque tendre, une reconnaissance que, quelle que soit la nature de leur arrangement, ils étaient liés dans cette création d'une nouvelle vie. Mais ensuite, il s'éclaircit la gorge, et l'instant se brisa comme du verre. Il s'inclina de nouveau, murmurant quelque chose sur le fait de ne pas la déranger davantage, et elle se retrouva seule une fois de plus parmi les minuscules robes et les espoirs soigneusement brodés, se demandant ce qui aurait pu être dit si l'un d'eux avait eu le courage de parler au-delà des limites du devoir et de la bienséance qui gouvernaient chacune de leurs interactions.
L'été arriva avec une chaleur qui transforma Ashmore Hall en quelque chose que Catherine n'avait pas imaginé durant ces mois glacials de l'hiver, du chèvrefeuille grimpant sur les murs du jardin et des roses s'épanouissant en profusion le long de la terrasse sud. Et avec la saison vinrent de subtils changements dans le comportement du duc, qu'elle observa avec l'attention prudente de quelqu'un qui a appris à ne pas se fier aux apparences, mais ne peut tout à fait réprimer le dangereux murmure de l'espoir. Il commença à se présenter à la porte de sa chambre chaque matin, juste après le petit déjeuner, vêtu pour monter à cheval, mais se tenant avec une hésitation qui semblait en contradiction avec son port formel, et il demandait, toujours avec cette politesse exaspérante, si elle souhaiterait l'accompagner pour une brève promenade dans le parc, affirmant avec une autorité de médecin qu'il soupçonnait avoir inventé que l'air frais et l'exercice doux étaient bénéfiques pour l'enfant. Et bien que Catherine reconnût que ces invitations découlaient de son souci pour l'héritier plutôt que d'un désir pour sa compagnie, elle se surprenait à accepter, car l'alternative était une autre journée passée seule, avec seulement ses pensées, sa broderie et la gestion prudente d'un espoir qui menaçait constamment de déborder. Leur conversation durant ces promenades restait obstinément superficielle, des discussions sur le temps, les terres du domaine et les progrès de divers projets de réparation qu'il avait entrepris. Pourtant, le simple fait de sa présence à ses côtés, le son de sa voix parlant de choses banales, le contact occasionnel de sa manche contre la sienne sur les étroits sentiers du jardin, ces petits contacts s'accumulaient comme des gouttes d'eau remplissant lentement un récipient que Catherine avait cru définitivement vide, et elle se mettait sévèrement en garde contre le fait de donner un sens à des courtoisies qui n'étaient rien de plus que l'inquiétude raisonnable d'un homme pour le vaisseau portant son héritier, mais son cœur traître refusait d'écouter ces avertissements. Elle commença à remarquer d'autres changements qu'elle ne pouvait pas si facilement rejeter comme étant un devoir envers l'enfant, des livres apparaissant sur la table à côté de son fauteuil préféré dans le salon du matin, des volumes de poésie et de philosophie qui correspondaient à des intérêts qu'elle n'avait mentionnés qu'une seule fois en passant lors de leurs conversations guindées au dîner, et ses plats préférés apparaissant avec une fréquence croissante à table, malgré sa certitude de n'avoir jamais explicitement déclaré ses préférences, de petites observations que le duc devait avoir faites et sur lesquelles il avait agi sans annonce ni reconnaissance, des gestes si subtils qu'elle aurait pu les imaginer si ce n'était leur accumulation. Le personnel de la maison avait sûrement remarqué ces changements aussi, Madame Hendricks s'autorisant un petit sourire lorsque Catherine mentionna les livres, Mary fredonnant joyeusement en arrangeant la chevelure de Catherine, et Catherine voulait les mettre tous en garde contre l'espoir, leur expliquer que la gentillesse n'était pas de l'amour et que l'attention n'était pas de l'affection, mais elle ne parvenait pas tout à fait à former les mots, car une partie d'elle, la partie qu'elle tentait désespérément de réprimer, se demandait si peut-être ces gestes signifiaient quelque chose de plus que ce que le devoir exigeait. L'orage arriva un soir de fin juin, déferlant sur la campagne avec une violence qui semblait personnelle, le vent fouettant la pluie contre les fenêtres et le tonnerre faisant trembler les pierres anciennes d'Ashmore Hall. Catherine s'était retirée tôt, avec un livre sur lequel elle ne pouvait se concentrer, sursautant lorsque la porte de sa chambre s'ouvrit sans prévenir pour révéler le duc dans l'embrasure, les cheveux en désordre et sa cravate habituellement impeccable desserrée. Pendant un instant, il resta simplement là, respirant lourdement comme s'il avait monté les escaliers en courant, avant de paraître se ressaisir et de dire, avec une tentative de sa formalité habituelle, qui était trahie par le tremblement dans sa voix. « Je souhaitais m'assurer que l'orage ne vous avait pas angoissé, que vous et l'enfant alliez bien. » Et Catherine vit sur son visage quelque chose de brut et de sans défense, une peur qui semblait disproportionnée par rapport à la situation,
une inquiétude qui ne pouvait être entièrement expliquée par le souci pour son héritier, et elle dit doucement « Nous allons bien, votre grâce, vraiment. » Et pendant un instant qui s'étira entre eux comme de la soie tendue, il resta là, ses yeux tenant les siens, avec une intensité qui lui coupa le souffle. Avant de s'incliner légèrement et de se retirer, la laissant seule avec l'orage et l'espoir dangereux et impossible que peut-être son inquiétude n'était pas entièrement pour l'enfant après tout. L'homme que Catherine entrevoyait dans des moments de laisser-aller ressemblait si peu à l'étranger froid qu'elle avait épousé qu'elle commença à se demander si elle l'avait jamais vraiment vu, si la formalité soignée du duc n'était pas sa nature, mais plutôt une armure revêtue il y a si longtemps qu'il avait oublié ce qu'elle protégeait. Et cette compréhension ne vint pas d'une seule révélation, mais de l'accumulation lente de petits moments que l'été apportait comme des offrandes déposées à ses pieds, chacun étant une pièce d'un puzzle qu'elle ne savait pas qu'elle assemblait. Elle fut témoin d'un sourire un après-midi dans la bibliothèque alors qu'il se croyait inobservé, une véritable expression de plaisir, tandis qu'il passait ses doigts le long des dos de livres nouvellement acquis, des volumes qu'elle reconnut comme ayant été vendus des mois plus tôt pour régler une dette pressante. La joie sur son visage à leur retour était si sincère, si complètement différente de sa réserve habituelle, que Catherine eut l'impression de voir quelque chose d'interdit, un moment de bonheur privé qui illuminait la rareté de tels moments pour lui. Sa main la stabilisant dans les escaliers devint familière au cours du mois de juillet, alors que son équilibre se modifiait avec la croissance de l'enfant. Et là où un autre homme aurait offert une telle assistance avec une courtoisie désinvolte, le contact du duc portait une douceur qui semblait contredire sa distance prudente en toutes autres matières. Ses doigts étaient chauds à travers le tissu de sa manche, son autre main planant près de son dos, comme s'il ne pouvait tout à fait croire qu'elle était stable, ne pouvait tout à fait supporter de retirer son soutien, même après que le danger de trébucher fut passé. Et Catherine se surprit à inventer des raisons d'utiliser cet escalier particulier, attirée par ces brefs moments de contact, comme une femme affamée par de la nourriture. Les domestiques parlaient de lui avec une révérence qui l'intriguait jusqu'à ce que Madame Hendricks, encouragée peut-être par la solitude évidente de Catherine, commence à partager des fragments d'histoire lors de leur consultation matinale sur les affaires de la maison. Des histoires sur la façon dont le duc précédent avait été un homme aux appétits magnifiques et aux jugements catastrophiques, qui avait dilapidé en moins d'une décennie 3 générations de gestion prudente, et comment le duc actuel avait à peine 20 ans lorsqu'il avait hérité d'un titre synonyme de disgrâce et de dette qui aurait brisé la plupart des hommes. Et comment il avait passé les 8 années suivantes à tout sacrifier, son orgueil, sa jeunesse, même ses perspectives d'un mariage basé sur l'affection, pour restaurer ce que son père avait détruit, vendant les trésors pièce par pièce, congédiant du personnel qu'il connaissait depuis l'enfance, vivant avec une austérité qui frisait la privation, tandis qu'il reconstruisait lentement et péniblement la réputation et les ressources du domaine. Ces révélations jetèrent une lumière différente sur son mariage avec elle, transformant ce que Catherine avait compris comme un pragmatisme vénal en quelque chose de plus complexe, le sacrifice final d'une longue série de renoncements. Et elle commença à se demander si sa distance ne provenait pas de l'indifférence mais de la honte, s'il se tenait à l'écart non pas parce qu'il ne se souciait pas d'elle, mais parce qu'il se croyait indigne d'être aimé, un homme qui s'était vendu pour sauver l'héritage de sa famille et ne pouvait se pardonner la transaction même en honorant les termes avec une attention scrupuleuse à son confort et à son bien-être. Le cœur de Catherine, qu'elle avait si soigneusement gardé contre la douleur d'aimer quelqu'un qui l'épousait pour son argent plutôt que pour ses sentiments, commença son travail dangereux malgré tous ses efforts pour l'en empêcher. L'espoir prit racine dans les petites bontés et les moments de laisser-aller,
et elle se retrouva prise entre la sagesse de l'autoprotection et la terrible et irrésistible possibilité que peut-être la froideur du duc n'était pas un rejet, mais plutôt la retenue désespérée d'un homme qui croyait n'avoir aucun droit à la chaleur, aucune prétention à l'affection au-delà de ce que le devoir exigeait. Et elle ne savait pas ce qui ferait le plus mal, continuer à se croire mal aimée, ou espérer que sous sa distance prudente se cachaient des sentiments qu'il ne se permettrait jamais d'exprimer. Le soir arriva avec cette qualité dorée particulière que la fin de l'été offre parfois en compensation de son départ imminent. Le soleil suspendu bas sur les jardins d'Ashmore, projetant de longues ombres sur les parterres de roses où Catherine avait pris l'habitude de se promener aux heures plus fraîches, trouvant du réconfort parmi les fleurs qui ne lui demandaient rien d'autre que de l'admiration. Elle examinait un spécimen particulièrement charmant, des pétales roses pâles bordés d'un rose plus soutenu, lorsqu'elle prit conscience de la présence du duc derrière elle. Son approche était si silencieuse qu'elle ne l'aurait peut-être pas remarqué si les oiseaux du soir n'avaient soudain cessé de chanter. Quand elle se retourna, elle le trouva debout à la porte du jardin, avec une expression qu'elle ne put déchiffrer, quelque chose entre la résolution et la résignation, et il dit, sa voix portant une étrange formalité, même dans ce cadre informel. « Puis-je me joindre à vous, Catherine ?» utilisant son prénom si rarement que le son de celui-ci sur ses lèvres lui coupa le souffle. Elle hocha la tête, incapable de faire confiance à sa voix, le regardant s'approcher avec cette grâce prudente qui la portait à tous ses mouvements, bien qu'elle remarquât une tension dans ses épaules qui parlait d'une lutte intérieure. Pendant plusieurs instants, ils restèrent ensemble en silence, admirant ostensiblement les roses, bien que Catherine fût extrêmement consciente de chaque respiration qu'il prenait, de chaque petit déplacement de son poids, de la façon dont ses mains étaient jointes derrière son dos, comme s'il ne leur faisait pas confiance autrement, jusqu'à ce qu'elle se surprenne à prononcer des mots qu'elle n'avait pas prévu de dire, qu'elle ne savait même pas qu'elle pensait jusqu'à ce qu'ils sortent. « Vous êtes malheureux. Votre grâce, je l'ai vue sur votre visage quand vous vous croyez inobservé, et je me demande si c'est l'arrangement entre nous qui vous cause une telle détresse évidente, si ma présence ici est un rappel quotidien de tout ce que vous avez été forcé de sacrifier. » À l'instant où les mots quittèrent ses lèvres, elle souhaita les ravoir, terrifiée de ce que sa réponse pourrait révéler, mais incapable de continuer à exister dans cet état d'ignorance prudente. Elle vit quelque chose se fissurer dans son calme soigneusement maintenu, ses mains tombant le long de son corps et ses yeux se fermant brièvement comme pour rassembler ses forces. Quand il parla, sa voix était rauque d'une honnêteté qui semblait le faire souffrir. « Vous vous méprenez entièrement sur la cause de mon malheur. Bien que je suppose ne vous avoir donné aucune raison de comprendre la vérité, ne vous avoir donné que de la distance et du devoir, alors que vous méritiez... » Il marqua une pause, semblant lutter avec des mots qui venaient avec une difficulté évidente. « Vous parlez de sacrifice, mais vous ne comprenez rien de ce à quoi j'ai vraiment renoncé, rien du poids que je porte chaque jour, en sachant que je vous ai acheté comme une propriété, que j'ai pris une femme de grâce, de bonté et d'intelligence, et que je l'ai réduite à une transaction, que je vous ai épousé pour la fortune de votre père, et, ce faisant, j'ai renoncé à tout droit à quoi que ce soit au-delà de ce que notre arrangement stipulait. » Catherine resta figée, entendant dans ces mots non pas la confession qu'elle attendait, mais quelque chose de bien plus complexe. Des couches de honte et d'autorécrimination qui jetaient une lumière entièrement nouvelle sur ces mois de distance. Elle dit doucement, prudemment, « Vous parlez de droits auxquels vous avez renoncé, mais je ne comprends pas ce que vous croyez avoir abandonné au-delà de ce que tout mariage arrangé implique. »
Il rit alors, un son totalement dépourvu d'humour, amer et moqueur, et dit « J'ai renoncé au droit d'espérer que vous puissiez jamais me voir autrement que comme l'homme qui avait suffisamment besoin de votre argent pour vous épouser, au droit d'imaginer que votre gentillesse à mon égard provient d'autre chose que du devoir, ou peut-être de la pitié, au droit de... » Et ici sa voix baissa si bas qu'elle dut se pencher plus près pour l'entendre, « le droit de vous aimer comme j'en suis venu à le faire, sans espoir et complètement, et en sachant pertinemment que je ne pourrais jamais mériter un tel amour en retour. » Et les mots flottèrent entre eux dans la lumière dorée, impossibles et transformateurs, et Catherine sentit le monde basculer et se réinstaller, tout ce qu'elle avait compris de leur mariage se révélant incomplet. Elle vit sur son visage la vulnérabilité d'une exposition absolue, la terreur d'avoir révélé ce qu'il n'avait clairement jamais eu l'intention d'avouer. Puis il se retirait, physiquement et émotionnellement, reculant et disant, avec une tentative désespérée, de retrouver sa formalité habituelle. « Pardonnez-moi, je n'aurais pas dû parler ainsi. Je vous ai angoissé, alors que vous avez besoin de paix et de calme pour le bien de l'enfant. S'il vous plaît, oubliez mes paroles. Je vais... » Mais Catherine attrapa sa main avant qu'il ne puisse se retirer complètement, ses doigts se refermant sur les siens avec une audace née d'une compréhension soudaine. Et bien qu'elle ne se fît pas encore confiance pour nommer ce qu'elle ressentait, ce qui s'épanouissait dans sa poitrine comme les roses qui les entouraient, elle soutint son regard et dit « Ne me demandez pas d'oublier ce qui pourrait être les seules paroles vraies que vous m'ayez jamais dites. » Et ils restèrent là, alors que le soleil descendait et que le jardin se rafraîchissait autour d'eux, connectés par sa main sur la sienne et par la possibilité fragile et terrifiante que peut-être aucun d'eux n'était aussi seul qu'il l'avait cru. Catherine comprit, dans les jours qui suivirent leur rencontre dans le jardin, qu'elle s'était livrée à un magnifique acte d'auto-illusion, se disant qu'elle restait émotionnellement non investie dans leur mariage, alors que son cœur menait sa propre rébellion silencieuse, tombant amoureuse de son mari par le poids accumulé de petites bontés et de moments de laisser-aller. Sa confession n'avait pas créé ces sentiments, mais avait plutôt illuminé ce qui grandissait en secret, comme des bulbes plantés dans l'obscurité qui perçant soudain le sol pour atteindre la lumière du soleil. Elle se retrouva prise dans un tourment singulier, sachant qu'il l'aimait tout en croyant qu'elle ne pourrait jamais vraiment lui rendre un tel sentiment, ne pourrait jamais le convaincre que son amour n'était pas né de la gratitude ou du devoir, mais d'une affection sincère pour l'homme qu'elle avait découvert sous son armure de formalité. Et l'impossibilité de combler ce fossé d'indignité mutuelle semblait presque cruelle dans sa symétrie, deux personnes qui s'aimaient mais ne pouvaient se croire dignes d'être aimées, tournant l'une autour de l'autre comme des corps célestes tenus à distance par des forces qu'aucune ne pouvait contrôler. Elle resta éveillée de longues nuits, aux prises avec la connaissance qui vivait maintenant dans sa poitrine comme quelque chose de pesant et de substantiel, l'examinant sous tous les angles comme si elle pouvait découvrir une vérité qui lui avait échappé, un chemin à travers le labyrinthe de leurs malentendus. Mais chaque voie semblait bloquée par le péché originel de leur arrangement, le fait qu'il l'avait épousée pour son argent et qu'elle avait accepté en se sachant achetée. Comment un amour construit sur de telles fondations pourrait-il jamais être digne de confiance? Comment l'un d'eux pourrait-il croire que les sentiments professés par l'autre n'étaient pas en quelque sorte déformés par la culpabilité, l'obligation ou le simple besoin humain de chaleur dans la proximité? Et pourtant, lorsqu'elle se souvenait de la crudité de sa voix, lorsqu'il parlait de droits auxquels il avait renoncé, de la vulnérabilité dans ses yeux, lorsqu'il avouait ce qu'il n'avait clairement jamais eu l'intention de révéler, elle ne pouvait rejeter ces paroles comme étant autre chose que la vérité,
douloureuse et absolue. Et cette certitude se heurtait à sa conviction qu'il méritait mieux qu'une fille de marchand qui n'apportait à leur union que de l'or, que sa confession était née d'une faiblesse passagère qu'il viendrait sûrement à regretter. L'automne arriva tôt cette année-là, ou peut-être Catherine remarqua-t-elle simplement sa venue avec une plus grande acuité, sensible désormais au symbolisme et à la métaphore comme elle ne l'avait pas été auparavant. Elle regarda le jardin où il avait parlé commencer sa lente transformation de l'abondance au repos, les roses laissant tomber leurs pétales comme des larmes, les feuilles prenant des couleurs qui semblaient presque violentes dans leur beauté, comme si la nature elle-même démontrait comment les fins et les commencements existaient dans une conversation perpétuelle. Elle se surprit à toucher l'endroit de son abdomen où l'enfant grandissait, parlant silencieusement à cette vie qu'elle portait, promettant de fournir assez d'amour pour compenser toutes les complications et les chagrins du monde adulte. Et elle décida, avec une résolution née du désespoir, qu'elle se contenterait de toutes les parcelles de lui-même que le duc choisirait de partager, qu'elle ne le chargerait pas de ses propres sentiments impossibles, que l'amitié et le partenariat seraient suffisants, même si son cœur traître insistait autrement, murmurant que peut-être, avec du temps et de la patience, ils pourraient trouver leur chemin à travers le labyrinthe de la honte et de l'indignité vers quelque chose ressemblant à la grâce. Mais elle ne se permit pas d'espérer trop ouvertement, n'osa pas imaginer un avenir où l'amour existerait sans que l'ombre de leur arrangement n'assombrisse chaque tendre moment. Et ainsi, elle traversa les jours qui raccourcissaient avec cette connaissance gardée précieusement et secrètement, l'aimant tranquillement, tandis qu'il l'aimait depuis sa propre distance prudente, deux personnes liées par la loi, les circonstances et l'enfant qui grandissait entre elles, prises dans une tragédie de leurs propres faits, incapables de combler le petit espace impossible qui sépare le solitaire du bien-aimé. Le changement survint un matin où l'automne s'était pleinement installé sur Ashmore, l'air portant cette fraîcheur particulière qui annonçait la reddition absolue de l'été. Catherine se réveilla avec une sensation qu'elle ne put identifier immédiatement, quelque chose qui n'était pas tout à fait de la douleur, mais une anomalie dans son corps qui la fit rester très immobile. Comme si l'immobilité même pouvait empêcher ce qui commençait de continuer. Et lorsqu'elle se leva enfin et vit la tache sur sa chemise de nuit, elle comprit avec une clarté terrible que la chose qu'elle avait le plus redoutée s'annonçait. Son cri fit accourir sa femme de chambre, le visage de la jeune fille se vidant de sa couleur à ce qu'elle vit. En moins d'une heure, la maisonnée passa de son calme, ordonné habituel, à un chaos à peine contenu. Madame Henderson, la gouvernante, dépêcha des laquais pour chercher la sage-femme, puis le médecin, lorsque l'expression de la sage-femme devint grave. Catherine se retrouva confinée au lit par des forces à la fois physiques et autoritaires, la douleur qui avait commencé comme une anomalie, s'aiguisant maintenant en quelque chose de tranchant et d'insistant. À travers le brouillard de sa peur grandissante, elle prit conscience de la présence du duc, non pas dans sa chambre où la bienséance le lui interdisait, mais dans le couloir au-delà. Elle pouvait entendre sa voix, mais pas ses mots, le ton de celle-ci portant une urgence à peine contenue qui aurait pu la réconforter si elle n'avait pas été si terrifiée. La sage-femme parlait avec des platitudes apaisantes qui ne trompaient personne, ses mains compétentes effectuant des examens, tandis que son visage révélait ce que ses mots cachaient. Le médecin, à son arrivée, apporta avec lui un air de grave préoccupation qui s'installa sur la pièce comme un linceul. Il conféra avec la sage-femme en chuchotant, des murmures que Catherine s'efforçait d'entendre, mais ne pouvait déchiffrer. Pendant tout ce temps, l'anomalie dans son corps s'intensifiait. Son enfant, qui avait bougé avec une vie si vigoureuse, était maintenant d'une immobilité inquiétante. Elle se surprit à marchander avec Dieu,
le destin ou toute force qui gouvernait de telles choses, promettant tout et n'importe quoi. Si seulement cela pouvait être arrêté, si seulement elle pouvait retourner à la veille, lorsque sa plus grande préoccupation était la distance impossible entre elle et son mari. Elle entendit, à travers la porte, la voix du duc s'élever sur un ton qu'elle ne lui avait jamais entendu, exigeant d'être admis, exigeant de savoir ce qui se passait. Le refus ferme de madame Henderson fut suivi de son acquiescement, bien qu'elle pût l'entendre faire les 100 pas, le rythme régulier de ses bottes sur le sol du couloir, comme un battement de cœur extérieur à son propre corps. Et comme le jour s'écoulait et que la lumière automnale à travers ses fenêtres passait du doré au gris, le ciel s'assombrissant de nuages qui se construisaient en tours d'ardoise et de fer, le vent se mit à souffler, pressant contre les vieilles fenêtres jusqu'à ce qu'elles tremblent dans leur cadre, et les premières gouttes de pluie frappèrent la vitre comme des accusations. Catherine comprit que la nature elle-même reflétait la catastrophe qui se déroulait dans son corps, l'orage qui se rassemblait à l'extérieur, faisant écho à celui qui la déchirait de l'intérieur. Elle pouvait entendre les domestiques se déplacer dans la maison avec une urgence feutrée, leur chuchotement traversant des murs qui semblaient soudainement minces comme du papier. Et toujours, le duc faisait les 100 pas derrière sa porte, sa veille ininterrompue. Une fois, alors qu'elle criait, il tenta de nouveau d'entrer, et elle entendit le refus sévère du médecin, puis sa voix, rauque de quelque chose qui aurait pu être de l'angoisse, disant « Dites-lui que je suis là, dites-lui que je ne pars pas. » Et les mots l'atteignirent à travers sa peur et sa douleur, comme une bouée de sauvetage jetée dans des eaux sombres, et elle s'y accrocha, alors que l'orage à l'extérieur s'intensifiait et que la crise dans son corps se dirigeait vers sa conclusion inévitable. La perte vint avec le tonnerre, ou peut-être est-ce seulement ainsi que Catherine s'en souviendrait plus tard, la manière dont la mémoire confond le physique et le métaphorique jusqu'à ce qu'ils deviennent indiscernables. Mais sur le moment, il n'y eut qu'une douleur qui transcendait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Une sensation de déchirement qui semblait fendre non seulement son corps, mais sa conception même d'elle-même. À travers le rugissement dans ses oreilles, elle entendit des voix parler sur des tons qui communiquaient ce que les mots ne pouvaient pas. Les prières murmurées de la sage-femme, les instructions laconiques du médecin, et quelque part, au-delà de la porte, la voix du duc élevée dans un mélange de demande et de supplication. Puis la douleur atteignit un crescendo qui arracha de sa gorge un son qu'elle ne reconnut pas comme le sien, et dans le silence affreux qui suivit, elle sut avec une certitude qui transcendait toute explication que la vie qu'elle avait portée n'était plus viable, que l'enfant qu'elle avait aimé et pour lequel elle avait craint, sur lequel elle avait fondé ses espoirs, avait glissé au-delà du voile qui sépare l'être du non-être. Le verdict du médecin, quand il tomba, ne fut qu'une confirmation de ce que son corps lui avait déjà dit, les mots formels « Je suis profondément désolé, votre grâce, l'enfant n'a pu être sauvé », tombant dans la pièce comme des pierres dans une eau calme. Catherine s'entendit émettre un son qui n'était ni un mot ni un cri, mais quelque chose de plus primitif, la plainte du chagrin qui vit dans les parties les plus anciennes de la conscience humaine. À travers le brouillard de son angoisse, elle perçut vaguement une agitation au-delà de la porte de sa chambre, la voix du duc n'acceptant aucun refus. Puis il était là, malgré toute bienséance et tout protocole, bousculant les protestations du médecin pour atteindre son chevet. Elle vit son visage dépouillé de chaque masque soigné qu'il avait jamais porté, vit la dévastation écrite là en ligne et en ombre. Elle tenta de former des mots, de s'excuser, de demander pardon pour avoir échoué dans le seul but qui justifiait sa présence dans sa vie, mais ce qui sortit fut seulement « Je suis désolé, je suis tellement désolé, je n'ai pas pu… » Et sa voix se brisa sur l'impossibilité d'articuler l'ampleur de son échec. Le duc se tenait figé près de son lit comme changé en pierre, ses yeux allant de son visage à la sage-femme,
qui s'occupait des terribles conséquences de la perte. Catherine le vit enregistrer la réalité de ce qui s'était produit, vit quelque chose en lui se fissurer et se briser. Quand il bougea enfin, ce fut pour s'affaisser sur la chaise à côté de son lit, avec une lourdeur qui suggérait que ses jambes ne le soutenaient plus. La pièce se vida lentement, tandis que le médecin et la sage-femme achevaient leurs soins nécessaires, leur voix douce de sympathie qui semblait comme du papier de verre sur les nerfs à vif de Catherine. Puis, elle et le duc furent seuls avec leur chagrin et le fantôme de ce qui aurait pu être. Catherine tourna son visage vers la fenêtre, où l'orage faisait rage avec une fureur intacte, des éclairs illuminant la pièce en flash saisissants qui rendaient tout en contraste absolu de lumière et d'ombre. Elle pensa à la nurserie qu'ils avaient préparée ensemble, aux petits vêtements pliés dans les tiroirs, au berceau qui resterait à jamais vide. Et de nouvelles larmes vinrent bien qu'elle se crut incapable d'en produire davantage. Elle murmura de nouveau dans l'obscurité ponctuée par le tonnerre. « Pardonnez-moi, je vous ai fait défaut, j'ai échoué en tout. » Ces mots à peine audibles, mais portant en eux le poids d'une désolation absolue, la certitude qu'elle avait perdu non seulement l'enfant, mais aussi toute prétention à l'estime de son mari. Et le duc restait assis, immobile, à ses côtés, son silence plus terrible que n'importe quelle récrimination aurait pu l'être. Catherine se réveilla dans la lumière grise de l'aube pour trouver le duc toujours assis sur la chaise près de son lit, ses vêtements de soirée froissés, sa cravate desserrée, son visage portant les marques d'une nuit blanche. Elle réalisa, avec une surprise sourde, qu'il n'avait pas du tout quitté sa chambre, qu'il avait maintenu sa veille pendant toutes les heures sombres, tandis qu'elle dérivait dans un sommeil fébrile, hanté par des rêves de berceaux vides et de silence accusateur. Lorsqu'il vit ses yeux s'ouvrir, il se pencha en avant avec une intensité qui la surprit, s'enquérant de sa douleur, de ses besoins, convoquant sa femme de chambre d'un geste péremptoire, qui envoya la jeune fille se dépêcher de chercher de l'eau et des draps frais. Au cours des jours qui suivirent, alors que son corps entamait sa lente récupération physique, tandis que son esprit restait brisé, le duc ne partit que lorsque la bienséance l'exigeait absolument, et même alors, il se posta dans le salon adjacent où elle pouvait l'entendre faire les 100 pas, une agitation en cage qui parlait de tourments qu'elle ne pouvait sonder. Lorsqu'elle essaya de s'excuser à nouveau, les mots sortant de sa bouche en fragments brisés sur son échec et son indignité, il la coupa avec une brusquerie qui était presque de la violence, disant « Vous ne parlerez pas ainsi, je vous l'interdis ». Sa voix rauque de quelque chose qu'elle ne put identifier. Elle se retira dans un silence confus, incapable de concilier sa présence avec ce à quoi elle s'était attendue, c'est-à-dire l'abandon ou, au mieux, le froid accomplissement du devoir. Alors que le 2e jour devenait le 3e, puis le 4e, son attention dévouée se poursuivit sans relâche. Elle se surprit à l'observer avec une incompréhension perplexe. Cet homme qui lui lisait des livres qu'il savait d'une manière ou d'une autre qu'elle aimait, qui tenait la tasse pendant qu'elle buvait parce que ses mains tremblaient trop pour y parvenir seule, qui congédiait les domestiques pour s'occuper de son confort de ses propres mains, par des gestes qui défiaient toutes les conventions de rang et de bienséance. Finalement, le 5e jour, alors que sa force était suffisamment revenue pour une pensée cohérente, sinon pour l'espoir, elle rassembla son courage et dit la vérité qui avait grandi dans son esprit comme une terrible certitude. « Vous devriez me renvoyer. Je me suis montré indigne du but pour lequel vous m'avez épousé. Je ne peux pas vous donner l'héritier dont vous avez besoin. » Elle observa son visage pendant qu'elle parlait, guettant le soulagement ou l'accord qui confirmerait son inutilité. Mais au lieu de cela, elle vit son expression se transformer en quelque chose de presque sauvage. Il se leva de sa chaise avec une telle brusquerie qu'elle racla le sol, et il se dirigea vers la fenêtre où il se tint, dos à elle, les épaules rigides, ses mains agrippant le rebord de la fenêtre,
jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Quand il parla enfin, sa voix était si épaisse d'émotion qu'elle la reconnut à peine comme la sienne, et il dit « Vous croyez que c'est ce que je veux? Vous croyez que c'est ce qui compte pour moi ?» Il se tourna alors pour lui faire face, et elle vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une nudité de sentiment qui dépouillait toutes les défenses prudentes, et il dit avec une férocité qui semblait arrachée de quelque part au plus profond de lui. « Je ne me soucie en rien de l'héritier. Me comprenez-vous? En rien. Quand j'ai cru que je pourrais vous perdre, quand je me tenais devant cette porte à écouter votre souffrance sans pouvoir rien faire, j'aurais échangé ce domaine, ce titre, tout ce que je possède pour votre sécurité. » Catherine le fixa dans une incompréhension absolue, incapable de traiter des mots qui contredisaient tout ce qu'elle avait cru de leur arrangement, de ses sentiments, de sa place dans sa vie. Elle murmura « Je ne comprends pas » et vit quelque chose comme de l'angoisse traverser ses traits alors qu'il revenait à son chevet et s'affaissait sur la chaise comme si ses jambes ne le soutenaient plus. Il dit plus doucement, mais avec non moins d'intensité « Non, je vois que vous ne comprenez pas, et c'est peut-être mon échec. De m'être si bien caché que vous ne pouvez pas voir ce qui est devenu si dévastateurement clair pour moi. » Catherine reposait contre ses oreillers, l'observant avec des yeux qui avaient encore la qualité vitreuse du chagrin et de l'épuisement. Et elle dit avec la terrible honnêteté qui vient quand on a tout perdu et donc plus rien à protéger. « Vous n'avez pas besoin de feindre une telle sollicitude. Je comprends la nature de notre arrangement, je l'ai toujours comprise, et je vous libère de toute obligation de simuler des émotions que vous ne ressentez pas. » Elle le vit tressaillir comme si elle l'avait frappé, vit quelque chose dans son expression qui ressemblait presque à de la douleur. Il se leva brusquement et se dirigea de nouveau vers la fenêtre, comme s'il ne pouvait supporter de lui faire face en parlant. Quand ces mots vinrent, ils étaient bas et rudes, écorchés par une émotion qu'il ne tentait plus de contenir. Il dit « Vous ne comprenez rien, Catherine, absolument rien, et c'est ma faute, mon échec, parce que j'ai été un lâche qui s'est caché derrière le devoir et la bienséance, alors que la vérité est que, quelque part entre le printemps, où vous m'avez parlé de l'enfant, et l'été, où nous nous sommes promenés dans les jardins, tout a changé pour moi. Le devoir est devenu tout autre chose, il est devenu dévotion, il est devenu un sentiment que je n'avais pas le droit de revendiquer et que je ne savais pas comment exprimer. » Catherine sentit son cœur commencer à battre avec une intensité douloureuse, sentit les murs prudents qu'elle avait construits autour de son espoir commencer à se fissurer. Mais elle ne pouvait pas se permettre d'y croire, ne pourrait pas survivre à la dévastation de le méprendre. Elle murmura « Que voulez-vous dire ?» Il se détourna de la fenêtre pour lui faire face, et elle vit que ses yeux brillaient de larmes non versées, cet homme qui avait semblé taillé dans le marbre la première fois qu'elle l'avait rencontré. Et il dit « Je dis que lorsque je me tenais devant cette porte à vous écouter souffrir, lorsque le médecin est sorti avec son visage grave, et que j'ai cru, un terrible instant, qu'il allait me dire que vous étiez parti, j'ai su avec une clarté absolue que ce n'était pas la perte de l'enfant qui me terrifiait, c'était de vous perdre, Catherine, vous. Et j'ai réalisé alors ce que j'avais été trop aveugle ou trop têtu pour admettre auparavant. Je vous aime. Je vous aime avec une intensité qui me défait, qui rend totalement insignifiante chaque défense prudente que j'ai jamais construite. » Et les mots tombèrent dans la pièce comme des pierres dans une eau calme, envoyant des ondes à travers tout ce que Catherine avait cru de leur mariage, de ses sentiments, de sa place dans sa vie. Elle s'entendit émettre un son qui était mi-rire, mi-sanglot, l'incrédulité et l'espoir désespéré se battant en elle. Elle dit « Mais vous m'avez épousé pour ma dot, pour le domaine, vous aviez besoin d'un héritier, vous n'avez jamais voulu. »
Il traversa la pièce en 3 enjambées rapides et tomba à genoux près de son lit, avec un manque de respect pour la dignité qui parlait plus clairement que n'importe quel mot. Il prit sa main dans les siennes, et elle sentit le tremblement dans ses doigts. Il dit « Oui, je vous ai épousée pour ces raisons. Je ne mentirai pas sur notre commencement, mais Catherine, écoutez-moi, entendez ce que je vous dis. Quelque part dans les mois de notre mariage, je suis tombé amoureux de ma femme, vraiment et complètement. Et je me croyais indigne de votre amour en retour. Je croyais que vous ne pourriez jamais ressentir autre chose que de l'obligation envers un homme qui vous avait acheté si vénalement. Alors, j'ai essayé de me contenter des parcelles de vous-même que vous pourriez offrir. J'ai essayé de cacher l'ampleur de ce que je ressentais, parce que je n'avais pas le droit de vous en accabler. » Catherine le fixa à travers des larmes qui brouillaient ses traits en contours doux, et elle sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine. Quelque chose qui n'était pas de la douleur, mais son contraire, la terrible et belle douleur de l'espoir justifié. Elle murmura « Vous m'aimez ?» en faisant une question parce qu'elle avait besoin de l'entendre le dire à nouveau, avait besoin de la confirmation que ce n'était pas un rêve fiévreux ou une imagination fantaisiste. Et il dit avec une certitude féroce « Je vous aime, Catherine, je vous aime plus que ce domaine, plus que n'importe quel titre ou héritier, plus que ma propre vie. Perdre notre enfant me brise le cœur, mais vous perdre m'aurait entièrement détruit. » Les jours qui suivirent devinrent une période de guérison, comme Catherine n'en avait jamais imaginé. Car le duc ne se retira pas derrière ses murs formels une fois sa confession faite, mais resta au contraire constamment à ses côtés. Une présence à la fois tendre et inébranlable. Elle se surprit à apprendre à connaître l'homme qu'elle avait épousé comme si elle le rencontrait pour la première fois, découvrant dans leur longue conversation les profondeurs qu'il avait gardées cachées derrière le masque du devoir. Il lui lisait des livres les après-midi, où ses forces étaient encore trop diminuées pour beaucoup d'activités, sa voix transformant la poésie et la prose en quelque chose d'intime. Et quand les cauchemars venaient dans les heures sombres, des rêves de sang, de perte et de berceaux vides qui la réveillaient en sursaut, le cœur battant et les larmes coulant sur son visage, il était là pour la tenir, pour lui murmurer des paroles rassurantes contre ses cheveux, pour partager sa propre peine pour l'enfant qu'ils avaient perdu. Elle réalisa avec émerveillement qu'ils pleuraient non seulement un héritier, mais leur bébé, la vie qu'ils avaient imaginée, l'avenir qui leur avait été volé. En partageant leur chagrin plutôt qu'en le portant isolément, quelque chose changea entre eux, un approfondissement qui transcendait même l'amour qu'ils s'étaient avoué. Alors que la force physique de Catherine revenait progressivement au fil des semaines, ils firent de courtes promenades ensemble dans le parc du domaine. Il lui parla de choses qu'il n'avait jamais partagées auparavant, la prodigalité de son père et le fardeau écrasant des dettes héritées, sa détermination à restaurer ce qui avait été dilapidé, sa honte d'avoir eu besoin de sa fortune, sa peur qu'elle le verrait toujours comme l'homme qui l'avait acheté. Catherine écoutait avec un cœur qui se serrait pour toute la solitude qu'il avait endurée. Elle lui raconta son propre parcours, comment elle était tombée amoureuse d'aperçus et de gestes, comment elle s'était crue mal aimée et indigne d'être aimée au-delà de sa valeur monétaire. Ils s'émerveillèrent ensemble des chemins parallèles qu'ils avaient empruntés, chacun aimant en secret, chacun convaincu de sa propre indignité. Progressivement, à travers ces conversations jusque tard dans la nuit, lorsque la maisonnée dormait et qu'ils étaient assis ensemble devant le feu dans son salon, Catherine sentit quelque chose en elle qui s'était brisé commencer à se ressouder, non pas pour redevenir ce qu'il était avant, mais pour devenir quelque chose de différent, de plus fort pour avoir été brisé et refait. Le duc semblait également transformé. La formalité rigide qu'il avait définie cédait la place à des expressions de tendresse qui devenaient plus naturelles avec la pratique.
Le contact hésitant de sa main sur la sienne devint familier. La façon dont il la regardait passa d'une réserve prudente à une dévotion ouverte. Il y eut de petites intimités qui reconstruisirent l'espoir entre eux. Le matin, où il lui apporta lui-même le petit déjeuner et resta pour le partager. L'après-midi, où elle le trouva pleurant silencieusement dans la nurserie qu'ils avaient préparée et alla vers lui sans un mot, le tenant simplement dans ses bras tandis qu'il la tenait. Le soir où il lui baisa le front, puis les lèvres, avec une douceur qui parlait de révérence plutôt que de simple désir. À travers tout cela, Catherine sentit qu'elle émergeait du deuil non pas dans l'oubli, mais dans un lieu où la tristesse et l'amour pouvaient coexister, où la perte n'annulait pas l'espoir. Elle vit la même transformation chez son mari, cet homme qui s'était révélé être bien plus que le duc froid qu'elle avait épousé. Et alors que l'automne s'approfondissait vers l'hiver et que les arbres perdaient leurs feuilles en préparation de la dormance et du renouveau, Catherine et le duc avançaient jour après jour dans leur guérison commune, construisant quelque chose de réel et de durable sur les cendres de la tragédie. L'hiver arriva à Ashmore Hall, non pas avec la désolation amère qui avait marqué les premiers mois de Catherine en tant que duchesse, mais avec une qualité de beauté cristalline qui semblait refléter la transformation qui s'opérait à l'intérieur des murs du domaine. Car tandis que la neige recouvrait le parc et que la glace traçait de délicats motifs sur les fenêtres, la relation entre Catherine et son mari subissait sa propre métamorphose. La formalité rigide qui avait autrefois défini chaque interaction entre eux se dissolvait comme le givre au soleil du matin, remplacé par quelque chose d'authentique et de durable, un partenariat construit non pas sur le devoir, mais sur une dévotion mutuelle éprouvée par le feu et révélée véritable. Un matin de début décembre, le duc apparut dans le salon de Catherine avec une brassée de registres reliés en cuir, les posant sur la table devant elle avec une expression qui mêlait nervosité et détermination. Quand elle le regarda d'un air interrogateur, il dit « Ce sont les comptes du domaine, tous, chaque dette, chaque actif et chaque calcul. Je veux que vous les voyiez, que vous compreniez pleinement ce à quoi nous sommes confrontés, car vous n'êtes pas seulement ma femme, mais ma partenaire, Catherine, et je ne vous cacherai plus rien. » Elle sentit les larmes lui piquer les yeux à ce geste de confiance, à cette invitation à entrer dans la sphère masculine de la finance et de la gestion du domaine dont les épouses étaient généralement tenues à l'écart. Ensemble, ils passèrent de longs après-midi à examiner les chiffres, le duc expliquant ses stratégies de restauration, tandis que Catherine, dont le père marchand l'avait éduquée aux affaires malgré la désapprobation de la société, offrait des perspectives qui le surprenaient parfois et le ravissaient toujours. Progressivement, au cours de ces séances, Catherine comprit non seulement l'ampleur de ce que sa dot avait sauvé, mais aussi l'intelligence et le dévouement avec lesquels son mari avait travaillé pour reconstruire ce que son père avait détruit. Elle ressentit une fierté féroce pour lui, cet homme qui avait porté de tels fardeaux seul pendant si longtemps. Il y eut d'autres changements aussi, de petits moments qui s'accumulèrent pour former un plus grand modèle de transformation, comme le soir où elle entendit des rires résonner dans le grand hall et réalisa avec choc que c'était sa propre voix mêlée à la sienne, que d'une manière ou d'une autre, la joie avait retrouvé son chemin dans des pièces qui n'avaient connu que le silence et le chagrin. Leurs dîners devinrent des occasions de conversation sincère plutôt que de rituels consciencieux. Le duc lui racontait des histoires de son enfance qui révélaient le garçon qu'il avait été avant que la responsabilité ne l'endurcisse. Catherine partageait des souvenirs de sa propre jeunesse et les rêves qu'elle avait nourris avant d'accepter qu'elle serait mariée par intérêt plutôt que par affection. Parfois, après le dîner, ils s'asseyaient ensemble dans la bibliothèque, elle avec sa broderie et lui avec sa correspondance,
et le silence entre eux n'était plus gênant mais complice, le calme de deux personnes parfaitement à l'aise en présence l'une de l'autre. Et la nuit, quand il venait dans sa chambre, ce n'était pas par obligation, mais par désir, une tendresse entre eux qui transformait désormais l'intimité physique en quelque chose de sacré, une expression de l'amour qu'ils avaient finalement reconnu. Catherine s'émerveillait de la façon dont le deuil, qui aurait pu les détruire, était plutôt devenu la forge dans laquelle leur mariage avait été transformé de transaction en vérité, d'arrangement en dévotion. Et alors que l'hiver s'approfondissait et que l'année tirait à sa fin, elle comprit avec une profonde gratitude qu'elle et son mari ne se contentaient pas de survivre à leur perte, mais découvraient dans ces suites une profondeur de connexion qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Le printemps revint à Ashmore Hall avec une douceur qui semblait intentionnelle, comme si la nature elle-même comprenait que cette saison revêtait une signification particulière pour ceux qui demeuraient entre les murs du domaine. Catherine se réveilla un matin de fin mars pour trouver son mari déjà éveillé à ses côtés, la regardant avec une expression d'une si tendre dévotion que son souffle se coupa. Lorsqu'elle lui demanda à quoi il pensait, il dit simplement « que je suis reconnaissant pour chaque matin où je me réveille et te trouve ici ». Elle comprit qu'il ressentait lui aussi le poids symbolique de l'arrivée du printemps, cette saison qui avait autrefois apporté l'espoir sous la forme d'une nouvelle vie pour finir en dévastation. Et pourtant, maintenant, ils y faisaient face ensemble, transformés par tout ce qu'ils avaient enduré et surmonté. Alors que les jours rallongeaient et que la chaleur revenait sur la terre, Catherine et le duc passèrent de longues heures à converser sur leur avenir, des discussions qui auraient été impensables dans les premiers mois de leur mariage, lorsque le devoir définissait chaque interaction. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient dans les jardins du domaine où les crocus perçaient les derniers restes de neige, le duc s'arrêta soudainement et se tourna vers elle avec une solennité inhabituelle. Il dit « Catherine, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose avec une certitude absolue. Tu es assez, tu as toujours été assez. Que nous soyons un jour bénis avec des enfants ou non, mon amour pour toi ne dépend pas d'héritier, de devoir ou de tout autre but au-delà du simple fait que tu es toi. » Elle sentit des larmes monter à ses yeux à cette déclaration, à la liberté qu'elle offrait du poids des attentes qu'elle avait portées depuis qu'elle avait accepté sa proposition. Elle répondit qu'elle l'aimait non pas pour son titre ou son domaine, mais pour l'homme qu'il s'était révélé être, la personne derrière le masque formel qu'il avait porté si longtemps. Ils restèrent là, parmi les fleurs printanières, se tenant l'un l'autre tandis que le monde se renouvelait autour d'eux. À cet instant, Catherine sentit quelque chose changer en elle, une libération finale de la peur et de la honte qui persistaient depuis la perte de leur enfant. Elle comprit qu'ils avaient construit quelque chose de réel et de durable sur les cendres de la tragédie, que leur mariage avait été transformé de transaction en vérité, d'arrangement en la plus profonde dévotion. Plus tard cette semaine-là, le duc suggéra qu'ils plantent quelque chose dans le jardin en mémoire de ce qu'ils avaient perdu. Ensemble, ils choisirent des myosotis pour leur beauté délicate et leur signification symbolique. Par un après-midi doux, avec des nuages dérivant dans un ciel bleu pâle, ils s'agenouillèrent ensemble dans la terre, leurs mains travaillant côte à côte pour créer un petit jardin dans un coin tranquille près du vieux chêne. Pendant qu'ils travaillaient, le duc parla de deuil et de mémoire, d'honorer la perte sans être défini par elle, de porter la tristesse aux côtés de la joie plutôt que de la laisser éclipser toute lumière. Catherine ajouta ses propres réflexions sur la façon dont la tragédie était devenue de manière inattendue le catalyseur de leur transformation, comment le pire moment de sa vie avait paradoxalement conduit à la connexion la plus profonde qu'elle ait jamais connue.
Quand les myosotis furent plantés, ils s'assirent ensemble dans l'herbe, malgré l'inconvenance pour un duc et une duchesse de s'asseoir par terre, comme des gens du commun. Ils se firent des promesses sur la vie qu'ils construiraient, un avenir axé non pas sur le devoir, les héritiers ou les attentes de la société, mais sur leur amour et leur partenariat, sur la création d'un foyer rempli de chaleur, d'honnêteté et du genre de dévotion qui survit même aux saisons les plus sombres. Et alors que le printemps s'installait sur Ashmore Hall, apportant avec lui la promesse éternelle de renouveau, Catherine comprit avec une profonde gratitude qu'elle et son mari avaient reçu un don précieux, l'opportunité de recommencer, non pas comme des étrangers liés par un arrangement, mais comme des partenaires unis par un amour éprouvé par le feu et révélé incassable. Le début de l'été arriva avec une profusion de roses et de chèvrefeuilles qui parfumaient l'air d'Ashmore Hall, et Catherine se réveilla un matin de fin juin avec une sensation à la fois familière et terrifiante, une nausée délicate qui fit battre son cœur de reconnaissance. Pendant plusieurs jours, elle ne dit rien à personne, observant son corps avec un mélange d'espoir si fragile qu'il en était douloureux et de peur si profonde qu'elle menaçait de la submerger. Elle se surprit à marchander avec le destin, promettant que si cela était vrai, elle ne tiendrait pas un seul instant pour acquis, qu'elle serait reconnaissante plutôt qu'anxieuse, bien qu'elle sût, même en faisant ses promesses intérieures, que la terreur et la joie seraient des compagnes inséparables dans tout ce qui l'attendait. Finalement, lorsqu'elle ne put plus nier les signes, elle chercha son mari dans son bureau, le trouvant penché sur sa correspondance, la lumière de l'après-midi inondant les fenêtres. Quand il leva les yeux et vit son expression, il posa immédiatement sa plume, se levant pour la rejoindre, l'inquiétude assombrissant déjà ses traits. Elle dit simplement « Je crois que je suis de nouveau enceinte », et regarda la compréhension inonder son visage, suivie non pas par la satisfaction qu'elle avait vue la première fois, mais par quelque chose de plus proche de la peur, un resserrement autour de ses yeux qui lui dit que lui aussi se souvenait de ce qui avait été perdu. Il traversa la pièce en 3 enjambées et prit ses mains dans les siennes, et ses premiers mots ne furent pas sur les héritiers ou le devoir, mais une question posée avec une intensité presque désespérée. « Comment te sens-tu? Vas-tu bien? A-t-on fait venir le médecin ?» Elle sentit les larmes lui monter aux yeux à sa sollicitude, à la façon dont sa première pensée était pour elle plutôt que pour l'enfant qu'elle portait. Elle l'assura qu'elle allait bien, qu'il était encore tôt, qu'elle avait voulu le lui dire avant d'impliquer les médecins ou de faire des préparatifs. Il la serra dans ses bras avec une tendresse qui avait encore le pouvoir de la surprendre malgré tout ce qu'ils avaient partagé, et contre ses cheveux, il murmura « Catherine, tu dois comprendre. Si nous sommes forcés de choisir, s'il y a le moindre danger pour toi, il n'y a pas de choix du tout. C'est toi qui comptes, pas un héritier, pas une dynastie, toi. » Elle sentit quelque chose s'élargir dans sa poitrine à cette déclaration, à la certitude absolue dans sa voix. Elle se recula pour le regarder et vit des larmes sur ses joues correspondant aux siennes, et elle dit « J'ai peur », et il répondit « Moi aussi, terrifié au-delà de toute mesure, mais nous affronterons cela ensemble, quoi qu'il arrive. Et j'ai besoin que tu me promettes que tu ne souffriras pas en silence, que tu ne cacheras pas tes peurs et ne feindras pas une force que tu ne ressens pas, parce que nous sommes partenaires maintenant, Catherine, en vérité, et pas seulement de nom. » Elle promit. Dans les jours qui suivirent, son dévouement se manifesta par d'innombrables gestes protecteurs qui auraient pu sembler étouffants s'ils n'avaient pas été si clairement enracinés dans l'amour plutôt que dans la possession. La façon dont il insistait pour qu'elle se repose plus que nécessaire, comment il apparaissait à des heures étranges simplement pour s'assurer de son bien-être, son habitude de chercher sa main chaque fois qu'ils étaient ensemble
comme s'il avait besoin de la confirmation physique de sa présence. Catherine se détermina à ce que cette fois soit différente, qu'ils ne laisseraient pas la peur voler la joie de ces mois, qu'ils affronteraient ce qui viendrait avec honnêteté et courage, plutôt qu'avec le silence consciencieux qui avait caractérisé sa première grossesse. Ainsi, lorsque la terreur la réveillait la nuit, elle le lui disait plutôt que de le cacher. Et lorsqu'il avouait ses propres peurs, elle le tenait dans ses bras et lui rappelait qu'ils étaient plus forts ensemble que séparés. Progressivement, à travers cette vulnérabilité mutuelle et ce partage honnête de l'espoir et de la peur, Catherine commença à croire que peut-être cette fois, enveloppée dans l'amour plutôt que dans le devoir, entourée de dévotion plutôt que d'isolement, ils pourraient trouver leur chemin vers le bonheur qui avait autrefois semblé impossible. Et le début de l'été s'épanouit pleinement autour d'eux, tandis qu'en elle, une autre vie commençait son voyage précaire vers l'existence. Les mois qui suivirent se déroulèrent d'une manière entièrement différente de la première grossesse de Catherine. Là où auparavant elle avait navigué l'expérience dans un isolement consciencieux, elle évoluait maintenant chaque jour enveloppée dans le dévouement indéfectible de son mari. La présence du duc devint une réassurance constante. La façon dont il apparaissait dans n'importe quelle pièce où elle se trouvait comme attirée par des filles invisibles. Comment sa main trouvait la sienne lors de leur promenade du soir dans les jardins, l'inquiétude tendre dans sa voix lorsqu'il s'enquérait de son bien-être, cherchant clairement des réponses honnêtes plutôt que des assurances polies. Catherine trouva une force qu'elle ne se connaissait pas dans ce partenariat, dans la certitude que quoi qu'il advienne, ils y feraient face ensemble, sans prétention ni distance protectrice. Alors que l'été s'approfondissait dans sa plus pleine expression de vie et d'abondance, ils firent des préparatifs pratiques pour l'arrivée de l'enfant, mais ces préparatifs étaient tempérés par une honnêteté émotionnelle sur les risques qu'ils comprenaient tous deux trop bien. Un soir de fin juillet, alors qu'ils étaient assis ensemble dans ce qui serait la nurserie, le duc parla avec une franchise inhabituelle de ses peurs, avouant qu'il se réveillait certaines nuits terrifié à l'idée de la perdre, qu'aucun héritier ne pourrait jamais compenser une telle perte. Catherine répondit avec une honnêteté égale qu'elle aussi portait la peur aux côtés de l'espoir, qu'elle pensait souvent à ce qui avait été perdu, mais refusait de laisser ce souvenir voler la grâce du moment présent. Dans cette vulnérabilité mutuelle, leur lien s'approfondit en quelque chose qui transcendait même l'amour, devenant un partenariat forgé à travers la joie et le chagrin partagé, à travers la compréhension que la vie n'offrait aucune garantie, mais que faire face à l'incertitude ensemble était infiniment mieux que de l'affronter seul. Quand le mois d'août arriva, avec sa chaleur lourde et ses longs crépuscules, Catherine remarqua les changements subtils dans son corps avec gratitude, plutôt qu'avec la surveillance anxieuse qui avait caractérisé sa première grossesse. Elle sentit les premiers frémissements de mouvement, avec un émerveillement qu'elle partagea immédiatement avec son mari, prenant sa main et la plaçant contre son ventre pour qu'il puisse lui aussi sentir la preuve de la vie en elle. Elle vit des larmes s'accumuler dans ses yeux à cette preuve tangible de leur enfant, au miracle et à la terreur d'une nouvelle vie. Au fil des semaines, ils tombèrent dans des rythmes de soins et de connexion. Promenade matinale, où il parlait de tout et de rien. Après-midi, où il lui lisait des livres pendant qu'elle se reposait. Soirée passée dans une compagnie tranquille qui ne nécessitait pas de mots. Progressivement, alors que l'été entamait sa lente transition vers l'automne, Catherine sentit un changement dans sa propre relation avec la peur, comprenant qu'elle ne pouvait pas contrôler ce qui allait arriver, mais qu'elle pouvait choisir comment elle traverserait ces mois. Elle choisit l'espoir plutôt que l'anxiété, la présence plutôt que l'inquiétude, la confiance plutôt que l'illusion d'un détachement protecteur. Lorsque les premiers vents frais de septembre commencèrent à souffler sur Ashmore Hall, emportant avec eux l'odeur des feuilles qui tournent
et la promesse de l'arrivée de l'automne, Catherine sentit son corps se tendre de mémoire, se souvenant trop bien de ce qui s'était passé lorsque l'automne était venu auparavant. Mais cette fois, lorsqu'elle confessa ses peurs à son mari, il la serra fort et lui rappela qu'ils n'étaient pas les mêmes personnes qu'un an auparavant, qu'ils avaient été transformés par la perte et l'amour. Ensemble, ils prirent la décision consciente d'honorer la saison approchante, non pas avec appréhension, mais avec la reconnaissance que l'automne pouvait apporter à la fois des fins et des continuités, que la même saison qui avait été témoin de leur plus grand chagrin pourrait encore être témoin de leur plus grande joie. Et alors qu'octobre arrivait avec son spectacle de couleurs, ses matins frais et ses après-midi dorés, Catherine et le duc firent face à chaque jour avec un courage puisé dans leur amour, avec un espoir tempéré par le réalisme, avec la profonde compréhension que quoi qu'il advienne, ils l'affronteraient non pas comme un duc et une duchesse liés par un arrangement, mais comme des partenaires unis par une dévotion éprouvée par le feu et révélée incassable. La fin d'octobre arriva avec une brume s'accrochant aux terres d'Ashmore Hall et les dernières feuilles tombant des chênes centenaires. Catherine se réveilla aux premières heures d'une aube grise, avec la sensation sans équivoque du début du travail, un resserrement dans son ventre qui fit courir à la fois l'anticipation et la terreur dans ses veines. Elle resta immobile quelques instants, respirant à travers la contraction tandis qu'à côté d'elle, le duc dormait, une main posée de manière protectrice sur sa hanche, comme c'était devenu son habitude. Lorsque la sensation passa, elle toucha doucement son épaule, prononçant son nom tranquillement dans l'obscurité de l'aube. Il se réveilla instantanément avec la vivacité de quelqu'un qui dormait d'un sommeil léger, ses yeux trouvant immédiatement les siens alors qu'il demandait « Est-ce le moment ?» Elle hocha la tête, le regardant se lever rapidement pour appeler la sage-femme et le médecin, pour alerter le personnel de la maison. En moins d'une heure, sa chambre fut transformée en un lieu d'activité déterminé, mais à travers tout cela, le duc resta à ses côtés, malgré les suggestions de la sage-femme qu'il serait peut-être plus à l'aise ailleurs. Il tint la main de Catherine à chaque contraction, sa présence un point d'ancrage, alors que les heures s'étiraient et que le travail s'intensifiait. Il y eut des moments où la peur menaça de la submerger, où les souvenirs de la perte déferlèrent sur elle comme des vagues et où elle agrippa sa main avec une force désespérée. Pendant ces moments, il se penchait près d'elle et lui rappelait de respirer, lui disait qu'elle était forte, lui promettait que quoi qu'il arrive, il était avec elle et ne partirait pas. La journée passa dans un brouillard intemporel de douleur et d'effort, la lumière grise au-delà des fenêtres s'assombrissant en après-midi, puis en soirée. Et toujours le duc restait, sa cravate depuis longtemps abandonnée, les manches de sa chemise retroussées, son visage marqué par l'inquiétude et l'épuisement qui reflétaient les siens. La sage-femme annonça que les choses progressaient bien, que Catherine était forte, qu'ils rencontreraient bientôt leur enfant. Alors que l'obscurité totale tombait au-delà des fenêtres et que des bougies étaient allumées dans toute la chambre, Catherine sentit le besoin urgent de pousser, et le duc la soutint, un bras autour de ses épaules, sa voix dans son oreille, lui prodiguant encouragement et amour. Quand enfin, après un dernier effort colossal, elle entendit le cri faible et perçant d'un nouveau-né, elle s'effondra contre la poitrine de son mari, des larmes coulant sur son visage. La sage-femme annonça avec satisfaction « Une fille, votre grâce, une belle et saine petite fille. » Catherine regarda, à travers une vision brouillée, la petite forme emmaillotée être nettoyée, enveloppée, puis placée dans les bras du duc. Elle vit son visage se transformer alors qu'il regardait leur enfant, vit des larmes couler librement sur ses joues, tandis qu'il examinait avec émerveillement chaque minuscule trait. Il murmura « Elle est parfaite, Catherine, absolument parfaite. » Puis il déposa soigneusement le bébé dans les bras de Catherine.
Elle baissa les yeux sur le petit visage, les yeux sombres qui semblaient la regarder directement, les mains miniatures qui s'agrippaient par réflexe. Elle ressentit un amour si écrasant qu'il en était presque douloureux. Lorsqu'elle leva les yeux vers son mari, elle vit la même émotion se refléter dans son expression. Il se pencha pour embrasser son front avec une infinie tendresse, disant « Merci, mon amour, merci pour ce cadeau, pour ton courage, pour avoir survécu, pour être ici, pour tout. » Catherine leva la main pour toucher son visage, ses propres larmes se mêlant aux siennes, et elle répondit « Nous avons fait cela ensemble. » Alors que le personnel de la maison célébrait tranquillement en bas, que la sage-femme s'occupait de ses dernières tâches et que leur fille dormait paisiblement entre eux, Catherine et le duc restèrent assis ensemble dans la chambre éclairée à la bougie, leurs mains enlacées, leur cœur rempli de gratitude, de joie et de soulagement, sachant qu'on leur avait accordé une grâce qu'ils ne tiendraient jamais pour acquise, que du chagrin était née cette joie parfaite, que leur amour avait été éprouvé et s'était révélé incassable. Et à l'extérieur, la brume se leva, et les premières étoiles apparurent dans le ciel qui s'éclaircissait, comme des promesses d'espoir accomplies. 2 années passèrent comme un rêve dont on se souvient progressivement au réveil, et Ashmore Hall, au début du printemps, ne ressemblait presque en rien au domaine froid et délabré que Catherine avait découvert en tant que jeune mariée nerveuse. Désormais, la lumière du soleil semblait remplir chaque couloir, des fleurs s'épanouissaient dans des vases sur des tables qui étaient autrefois nues, et le son des rires résonnait dans des pièces qui n'avaient connu que le silence pendant tant d'années. Par un matin lumineux d'avril, Catherine se tenait dans l'embrasure de la nurserie, regardant son mari assis par terre avec leur fille Éléanore. Les boucles sombres de l'enfant rebondissaient alors qu'elle marchait à pas chancelants entre les mains tendues du duc. Chaque fois qu'Éléanore l'atteignait, il la soulevait avec une célébration exagérée qui déclenchait des éclats de rire ravis dans toute la pièce. Catherine sentit sa main se poser inconsciemment sur son ventre où une nouvelle vie s'agitait une fois de plus, cette 3e grossesse ne portant ni la terreur de la seconde, ni l'isolement solitaire de la première, mais se déroulant avec la confiance tranquille d'une femme qui se savait aimer au-delà de toute mesure. Le duc leva les yeux et la surprit en train de regarder, et le sourire qu'il lui adressa contenait une telle chaleur et une telle dévotion que même après 2 ans de son affection ouverte, elle sentait encore son souffle se couper. Il dit « Viens nous rejoindre, mon amour. » Éléanore a presque maîtrisé la marche et insiste pour faire une démonstration à sa mère. Catherine traversa la pièce, qui avait été autrefois vide et hantée par le chagrin, mais qui débordait maintenant de jouets, de livres et de tout le beau chaos de l'enfance. Elle s'abaissa avec précaution pour s'asseoir à côté de son mari, et Éléanore se lança immédiatement sur les genoux de Catherine avec la confiance intrépide d'un enfant profondément chéri. Alors que Catherine serrait sa fille contre elle, respirant le doux parfum de ses cheveux, elle pensa à quel point ce bonheur aurait semblé impossible durant ces premiers mois de formalité froide. Comment elle n'aurait jamais pu imaginer que le duc distant qui l'avait épousée pour sa dot deviendrait ce mari dévoué et ce père tendre. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'ils se promenaient ensemble dans les jardins restaurés où les myosotis fleurissaient dans un coin soigneusement entretenu, Éléanore tenue entre eux, chaque parent tenant une petite main. Catherine réfléchit au voyage qui les avait menés à ce moment, au chagrin qui les avait brisés et avait permis à l'amour de prendre racine dans des endroits que le devoir seul n'aurait jamais pu atteindre. Et ce soir-là, après qu'Éléanore eut été couchée et qu'ils furent assis ensemble dans le salon où un feu crépitait joyeusement et où les livres de contes, que le duc avait depuis longtemps ouverts à son partenariat, montraient un domaine restauré à la prospérité grâce à leurs efforts combinés, il prit sa main et dit
Je ne t'ai jamais remercié correctement de m'avoir sauvé. » Catherine le regarda avec surprise, demandant ce qu'il voulait dire, et il répondit « Tu m'as sauvé d'une vie d'isolement et de devoir, de la forteresse froide que j'avais construite autour de mon cœur, de la croyance que j'étais indigne d'amour. Et tu l'as fait simplement en étant qui tu es, par ton courage, ta grâce et ta volonté de voir au-delà de mes défenses l'homme que j'avais trop peur de révéler. » Catherine sentit des larmes monter alors qu'elle répondait « Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, mon amour, car j'étais tout aussi perdu avant de te trouver, avant d'apprendre que l'amour le plus profond pousse souvent dans le sol le plus improbable, arrosé autant par les larmes que par la joie. » Alors que la nuit s'approfondissait autour d'Ashmore Hall, que leur fille dormait paisiblement dans sa nurserie, et qu'une nouvelle vie s'agitait sous le cœur de Catherine, ils étaient assis ensemble dans un contentement parfait, deux personnes qui avaient commencé comme des étrangers dans un arrangement vénal et étaient devenus des partenaires au sens le plus vrai. Leur amour forgé par la patience, éprouvé par le chagrin, et émergeant plus fort et plus beau que l'un ou l'autre n'aurait jamais osé le rêver. Les années continuèrent de se dérouler avec la douce grâce des saisons qui passent, et Catherine et le duc vieillirent ensemble à Ashmore Hall, entourés d'enfants et finalement de petits-enfants, leur amour s'approfondissant chaque année en quelque chose de si fondamental qu'il devint aussi nécessaire que de respirer. Les soirs tranquilles, ils se promenaient parfois dans les jardins restaurés et s'arrêtaient près des myosotis qui revenaient fidèlement chaque printemps, se souvenant de l'enfant qu'ils avaient perdu et reconnaissant comment ce chagrin les avait ouverts de manière à permettre à une véritable intimité de prendre racine. C'est au cours d'une de ces soirées, alors que le crépuscule peignait le ciel de nuances de lavande et d'or, que Catherine se tourna vers son mari et dit « Je ne changerai pas un seul moment de notre parcours, pas même les plus sombres, car ils ont fait de nous ce que nous sommes. » Il lui serra la main en signe d'accord silencieux, tous deux comprenant que les transformations les plus profondes se produisent souvent dans le creuset du chagrin partagé. Cher auditeur, peut-être vous trouvez-vous dans des circonstances qui semblent dépourvues d'espoir, peut-être faites-vous face à des arrangements de nécessité plutôt que de choix, peut-être avez-vous connu une perte qui vous fait douter que la joie reviendra un jour. Si c'est le cas, laissez cette histoire être un doux rappel que l'amour arrive souvent, non pas avec des trompettes et des fanfares, mais dans l'accumulation de petits moments où l'on choisit de rester présent, de voir au-delà des apparences, de risquer la vulnérabilité même lorsque chaque instinct nous pousse à nous protéger. Les liens les plus profonds se forment rarement dans des circonstances parfaites, mais plutôt dans les espaces désordonnés et difficiles, où deux personnes décident que, malgré tout, malgré la déception, le chagrin et la peur, elles seront là, l'une pour l'autre, avec honnêteté et courage. L'amour de Catherine et du duc n'a pas effacé leur chagrin, ni rendu leur perte en quelque sorte valable, car le deuil n'est pas quelque chose à transcender ou à échanger. Mais leur volonté de pleurer ensemble, de se tenir l'un l'autre dans l'obscurité, sans exiger que l'un ou l'autre prétende être plus fort qu'il ne se sentait, a créé une fondation plus solide que n'importe quelle autre construite sur un terrain plus facile. Alors, si vous vous trouvez dans une saison d'attente, dans des relations qui semblent plus transactionnelles que tendres, dans des circonstances qui semblent conçues pour vous briser plutôt que pour vous construire, ne désespérez pas complètement. Car vous ne pouvez pas savoir quelle transformation le temps, la patience et une présence honnête peuvent opérer, vous ne pouvez pas prédire quand le devoir pourrait s'adoucir en dévotion ou quand la personne que vous pensiez connaître pourrait révéler des profondeurs à vous couper le souffle. Donnez-vous la permission d'espérer prudemment, de prendre de petits risques, de montrer des fragments de votre véritable moi-même lorsque vous avez peur, et accordez aux autres la grâce de faire de même.
car nous portons tous des fardeaux invisibles aux yeux extérieurs. Nous protégeons tous des blessures que nous craignons ne jamais guérir. Nous aspirons tous à la connexion, tout en étant terrifiés par la vulnérabilité qu'elle exige. Puissiez-vous trouver le courage de rester ouvert à la grâce inattendue. Puissiez-vous découvrir que les plus belles choses poussent souvent dans un sol improbable. Puissiez-vous apprendre qu'être vraiment vu dans sa faiblesse vaut plus que d'être admiré pour une fausse force. Et puissiez-vous connaître la paix particulière qui vient du fait d'être aimé, non pas malgré ses défauts, mais en tant que personne entière, avec toute sa complexité et ses contradictions. Que vos nuits soient remplies d'un repos gagné par une vie honnête. Que vos jours contiennent des moments de connexion qui vous rappellent pourquoi le courage est important, et que vous vous souveniez toujours que la transformation, quand elle vient, arrive tranquillement, à travers 1000 petits choix d'aimer quand même, de rester quand même, d'espérer quand même, même lorsque l'issue reste incertaine. Ceci était une histoire de chronique du calme, et si ces mots vous ont apporté réconfort ou contemplation, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires de transformation et d'espoir, et partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous, car vos réflexions ajoutent à la sagesse collective que nous construisons ensemble. Et puissiez-vous bien dormir, en sachant que les meilleurs chapitres de votre propre histoire sont peut-être encore à écrire.